Il y a des rapports faisant état d'une nouvelle tentative de coup d'État en Iran. On dirait qu'il y en a une nouvelle chaque semaine. Le pouvoir est en plein chaos. Les négociations semblent inutiles tant que l'Iran n'aura pas déterminé qui dirige réellement le pays. Et bien sûr, la crise économique ne fait qu'empirer chaque jour. Commençons par ce nouveau rapport. Ce rapport nous vient d'Iran International. Le président iranien Peskazan et le président du Parlement Ghalifaf cherchent à évincer le ministre des Affaires étrangères, Araghachi, l'accusant d'avoir suivi les instructions du commandant du CGRI lors des négociations nucléaires sans en informer le gouvernement. Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'au début, lors des négociations qui ont eu lieu au Pakistan, le président du Parlement était le dirigeant. Il était le chef de l'équipe de négociation qui s'est rendue au Pakistan au nom de l'Iran. Mais lorsqu'ils sont revenus à Téhéran, il semble que le président du Parlement ait été démis de ses pouvoirs de négociation par les gardiens de la Révolution. Puis, le ministre des Affaires étrangères est devenu le seul chef de l'équipe de négociation. Nous l'avons constaté quand le ministre des Affaires étrangères est retourné au Pakistan pour proposer un nouvel accord aux États-Unis la semaine dernière. Le président du Parlement n'y est pas allé. Nous recevons maintenant ce rapport. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles Ghalif Bab aurait été écarté de l'équipe de négociation, soit parce qu'il refusait d'écouter le CGRI, soit parce qu'il était prêt à trop céder lors des négociations. Maintenant, il est important de se rappeler que Ghalif Bab, le président du Parlement en Iran, eh bien, c'est quelqu'un qui convoite le pouvoir depuis très longtemps. Il s'est présenté 3 fois à la présidence de l'Iran, et je crois qu'il a perdu à chaque fois. Mais maintenant, il semble que tous ceux qui le tenaient en respect sont soit morts, soit en fuite. Donc c'est peut-être sa chance de, vous savez, devenir une figure plus centrale dans l'avenir de l'Iran. Et c'est pourquoi il a été l'homme avec qui les États-Unis négocient depuis qu'Ali Larazani a été assassiné lors d'une frappe. Mais il semble maintenant qu'il ait été évincé du pouvoir, et qu'il riposte avec le président iranien. En fait, le président Peskazan a dit à des proches que si le ministre des Affaires étrangères Araghachi ne change pas d'attitude, il sera renvoyé par le président lui-même. Voici la partie la plus intéressante de ce rapport, le timing. Il est arrivé le jour même où l'Iran a présenté un nouveau plan de paix aux États-Unis via le Pakistan, médiateur de ces discussions. Avant de parler du plan de paix, un petit rappel à tout le monde. Cliquez sur j'aime et sur s'abonner ci-dessous. Ça nous aide vraiment avec l'algorithme et ça nous permet de continuer à faire ces vidéos. Maintenant, parlons de ce nouveau plan de paix qui est sorti hier. Je pense qu'on peut supposer raisonnablement que ce plan vient de personnes proches des gardiens de la Révolution, ou peut-être des gardiens de la Révolution eux-mêmes. Selon des responsables pakistanais, la partie iranienne leur a remis ce plan tard dans la nuit dernière, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Et maintenant, les États-Unis discutent de la suite à donner. C'est le deuxième plan de paix que l'Iran a soumis aux États-Unis au cours des 2 dernières semaines. Le premier dont nous avons parlé est arrivé à peu près au début de la semaine. Dans ce plan, l'Iran proposait d'ouvrir le détroit d'Ormuz et d'arrêter la guerre si les États-Unis levèrent le blocus. Mais il voulait reporter les négociations sur le dossier nucléaire à plus tard. Les États-Unis ont évidemment rejeté ce plan. Après la soumission du plan, les États-Unis ont fait une contre-proposition. Cette contre-proposition est venue de l'envoyé spécial Steve Witkoff, qui a envoyé à l'Iran une liste d'amendements réintégrant la question nucléaire dans les projets. Bien sûr, nous ne connaissons pas tous les détails de toutes les propositions et contre-propositions, mais nous connaissons quelques conditions que la partie américaine a soumises à l'Iran. L'une d'elles était, bien sûr, que l'Iran devait s'engager à ne pas déplacer d'uranium enrichi actuellement enterré sous terre dans l'une de ses installations nucléaires. La deuxième, bien sûr, c'est que l'Iran s'engage à ne pas reconstruire de sites nucléaires tant que les négociations continuent. C'est assez évident. Personne ne veut que l'Iran prenne une partie de cet uranium enrichi et le cache quelque part pour pouvoir fabriquer une bombe nucléaire plus tard, tout en acceptant d'abandonner ses ambitions nucléaires lors des négociations. Heureusement pour tout le monde, la société iranienne a été tellement infiltrée par des espions israéliens que si l'Iran essaie de faire quoi que ce soit de louche autour du site d'uranium enrichi, les États-Unis le sauraient très rapidement, et cela signifierait que la guerre reprendrait immédiatement. Et bien sûr, en plus de cela, les États-Unis ont également accès à l'imagerie satellitaire des sites nucléaires iraniens. Donc, s'ils voient du matériel lourd se déplacer pour creuser quelque chose, on peut facilement deviner ce que l'Iran essaie de faire. Bien sûr, cela signifierait l'annulation des négociations. D'ailleurs, le président Trump en a parlé hier. Je suppose que cette déclaration a été faite avant que l'Iran ne présente sa contre-proposition. Mais écoutez quand même ce qu'il a dit. Vraiment super, oui, et ça va continuer. Écoutez, le pays se porte vraiment bien, et cela malgré une opération militaire. Je n'appelle pas ça une guerre. Préféreriez-vous avoir une opération militaire ?
Nous sommes vraiment... L'Iran veut vraiment conclure un accord. Je ne peux que vous dire cela, sans entrer dans les détails, mais l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire. À part ça, mais leur marine a disparu, leur force aérienne a disparu, pratiquement tout leur matériel, quelle qu'en soit la forme, a disparu. Vous savez, leurs usines de drones sont à environ 82% hors service. Et leurs usines de missiles sont presque à 90% hors service. Beaucoup de leurs missiles ont été détruits. Ils en ont utilisé, mais nous en avons détruit davantage. Ce qui s'est passé est incroyable. Ils cherchent un accord. Bien que certains parlent de guerre, nous avons atteint aujourd'hui un nouveau record à la bourse. Nous avons le S&P qui explose. Je veux dire, tout est en flèche. Ce nouveau projet arrive un jour après que le président Trump a rencontré les commandants de Senkan et d'autres chefs militaires pour discuter des options de l'armée américaine. Ils ont évoqué une vague courte et puissante de frappe contre l'Iran pour briser l'impasse des négociations. L'amiral Brad Cooper, commandant américain du commandement central des États-Unis, a également demandé au Pentagone d'envoyer les missiles hypersoniques Dark Eagle de l'armée au Moyen-Orient pour une utilisation possible contre l'Iran si la guerre reprend. La demande de ce missile spécifique vient du fait que l'Iran a déplacé nombre de ses lanceurs hors de portée des missiles de précision utilisés auparavant par les États-Unis. Ils ont une portée d'environ 300 miles, et l'Iran n'a pas positionné ses lanceurs en dehors de cette portée de 300 miles. Mais ce nouveau missile, le missile hypersonique Dark Eagle, a une portée d'environ 1700 miles, mais c'est un missile très secret. Les États-Unis ne l'ont jamais utilisé en combat, donc de nombreux détails restent classifiés. D'après Bloomberg, des rumeurs indiquent que les États-Unis ne disposeraient actuellement que de 8 de ces missiles. Conçus pour combattre les systèmes de défense aérienne avancés chinois et russes, ils ont été fabriqués par Lockheed Martin. Chaque missile coûte environ 15 millions de dollars et la batterie utilisée pour lancer ces missiles coûte environ 2,7 milliards de dollars chacune. Donc, si la guerre reprend, je suppose que ces missiles seraient utilisés pour détruire toutes les défenses aériennes, ou tous les lanceurs dont les États-Unis ont connaissance. Et puis, bien sûr, les États-Unis établiront très rapidement la supériorité aérienne au-dessus de l'Iran. Récemment, il y a également eu un briefing classifié à huis clos pour de nombreux sénateurs, où le département de la Défense a partagé des plans sur ce qui pourrait se passer si la guerre reprenait. Cela, bien sûr, ne signifie pas nécessairement ce qui va se passer, mais plutôt quelles options les États-Unis ont sur la table si les négociations n'avancent pas. Eh bien, le sénateur Blumenthal faisait partie de cette réunion, et il a partagé quelques détails après qu'elle se soit terminée. Écoutez ceci. Nous venons de vous voir lors de cet échange animé tout à l'heure, sénateur. Donc, parmi les options militaires, le président aurait été informé récemment, d'après ce que nous comprenons. Christian a dit que le secrétaire à la Défense et Marco Rubio sont encore là-bas. Nous comprenons qu'il s'agissait de frappes brèves et puissantes contre l'Iran, la prise partielle du détroit d'Ormuz et l'implication possible de troupes américaines au sol. Pensez-vous qu'il y ait une stratégie cohérente à ce stade lorsque vous entendez parler d'options comme celle-ci présentée au président ce soir? Aaron, il n'y a vraiment aucune stratégie cohérente, ce qui est apparu de façon très claire et frappante lors de l'audition aujourd'hui avec le secrétaire Hegseth. Et cela se ressent dans les propos du président qui oscille entre une apparente ouverture à la négociation puis la rejette complètement en menaçant de détruire des civilisations. J'ai effectivement l'impression, d'après certains des briefings que j'ai reçus ainsi que d'autres sources, qu'une frappe militaire imminente est bel et bien envisagée, ce qui est profondément inquiétant, car cela pourrait bien impliquer des Américains exposés au danger et entraîner potentiellement de nombreuses victimes. De l'autre côté de cette guerre, les coûts économiques continuent de détruire l'économie iranienne. Écoutez ce que le secrétaire au Trésor vient de publier hier. Face à l'opération Fureur économique, la monnaie iranienne a atteint un record historique de faiblesse. Le peuple iranien mérite une nouvelle ère, que le régime corrompu et symbolique ne peut offrir. Avec leur industrie pétrolière qui ferme et leur monnaie qui s'effondre, il est grand temps que le régime iranien admette que le peuple iranien mérite bien mieux que ce que le régime peut offrir. Comme vu hier, l'inflation est devenue incontrôlable avec la réouverture de l'économie. Elle a maintenant dépassé les 50%, depuis que l'économie s'est en quelque sorte rouverte grâce au cessez-le-feu. Mais les gens n'ont aucun espoir d'améliorer réellement leur vie. La situation devient tellement grave que les entreprises disent qu'elles vont commencer à licencier du personnel juste pour survivre.
Pendant ce temps, les prix des produits de première nécessité comme la nourriture, l'huile et le gaz augmentent, tandis que les salaires diminuent ou disparaissent. Parce que même si l'économie rouvre, elle ne prospère pas. Et l'inflation, bien sûr, tue le pouvoir d'achat de l'épargne dont disposent les gens. Écoutez, voici plus de détails. Voyez seulement ce que cette guerre a déjà coûté à l'Iran. Par le détroit d'Ormuz, en temps de paix, plus de 80% de tout leur commerce, y compris leur pétrole, leur nourriture et leur eau, passait par le détroit d'Ormuz. Le commerce maritime, 90% de celui-ci a maintenant été interrompu. D'accord, la perte économique quotidienne est de près de 450 millions par jour. En plus, l'inflation a augmenté de 67% d'une année sur l'autre. Et le dollar américain écrase littéralement la monnaie iranienne en ce moment. Cet effondrement économique a en quelque sorte créé une bombe à retardement pour l'Iran, où ils doivent s'assurer que l'économie se redresse, que les sanctions soient levées, avant que les manifestations ne reprennent, comme nous l'avons vu en janvier. Il est très difficile pour des rats dans un tuyau d'égout de savoir ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est une image pour les dirigeants iraniens qui, littéralement, restent dans l'obscurité. Les États-Unis contrôlent totalement le détroit d'Ormuz. Il y a une pénurie de devises fortes, surtout de dollars américains. La nourriture et l'essence sont rationnées. Toute la communauté internationale s'est retournée contre vous. Le blocus continuera jusqu'à ce qu'il y ait une liberté de navigation comme avant le 27 février. Maintenant, c'est un peu confus parce qu'il y a seulement quelques jours, ou je dirais environ 2 semaines, le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé publiquement que, eh bien, nous allons rouvrir le détroit d'Ormuz. Cette annonce ne signifiait pas forcément la réouverture du détroit d'Ormuz, mais peu après, le président Trump a déclaré que malgré l'ouverture par l'Iran, le blocus américain se poursuivrait. Et maintenant, nous voyons des déclarations provenant de leur administration, disant que les États-Unis lèveront le blocus si l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz. Pour moi, cela semble indiquer qu'il va y avoir une sorte d'accord qui devrait être annoncé très bientôt. Bien sûr, l'Iran veut ouvrir le détroit d'Ormuz si le blocus est levé, mais ils ne veulent pas négocier la partie nucléaire. Je pense que les États-Unis souhaitent des concessions sur le nucléaire, que le blocus sera levé et le détroit d'Ormuz rouvert. Du point de vue iranien, ils veulent vraiment que le blocus soit levé. Parce que bien sûr, on peut débattre du temps qu'il faudra, avant que l'on commence à voir les effets négatifs du blocus sur l'industrie pétrolière iranienne. Mais on ne peut pas nier qu'il a déjà des conséquences néfastes. Il y a clairement un problème auquel l'Iran doit faire face. Peut-être que ce sera dans 2 mois ou dans 2 semaines. Personne ne connaît exactement le calendrier, à part les dirigeants iraniens. Bien sûr, ils refusent d'être transparents, sinon l'autre camp saurait combien de temps poursuivre le blocus avant que l'Iran ne soit à bout. Voyons la suite. Hier, le président Trump a également été interrogé sur les exécutions qui se poursuivent en Iran. Écoutez ses commentaires. Vous avez déjà qualifié cela de nouveau régime en Iran, mais je parle quotidiennement avec des Iraniens et ils me disent que ce sont les mêmes personnes qui les ont assassinés, exécutés, réprimés. Je leur ai parlé pendant la coupure des communications et ils voulaient que je vous pose cette question. Et deuxièmement, pourquoi le secrétaire d'État Marco Rubio n'est-il pas impliqué dans tout cela? Eh bien, il est très impliqué. Marco négocie avec lui en permanence. Écoutez, l'Iran a tué 42 000 personnes au cours des 2 derniers mois, des manifestants. Ils allaient tuer 8 femmes dont j'ai sauvé la vie. Et j'apprécie qu'ils ne l'aient pas fait. Je leur ai demandé de ne pas le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils s'apprêtaient à pendre les femmes. Ils allaient pendre 8 belles femmes. Cela a vraiment captivé l'imagination de beaucoup de gens. Les gens en parlaient. Vous savez, c'était inconcevable. Vous avez vu ces 8 belles personnes et elles allaient être exécutées ce soir-là. C'était il y a 1 semaine. Et j'ai appelé très vite et j'ai dit « Ne le faites pas, ne le faites pas. Le monde entier regarde, ne le faites pas. » Ils ne l'ont pas fait, ce que j'apprécie. 4 ont été libérés et les autres le seront dans 1 mois. Ils étaient prêts à être exécutés cette nuit-là. Donc, ils adoptent une position dure, ils ont tué le lutteur. Ils ont tué ses autres coéquipiers. C'était aussi un champion du monde de lutte. C'était un grand lutteur, un lutteur talentueux, vraiment exceptionnel. Ils l'ont tué parce qu'il a protesté, il a parlé, il ne luttait pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé en mal du régime et ils l'ont tué. Ils l'ont exécuté avec ses amis. Ils ont tué 42 000 personnes. Donc, quand on dit que je fais la même chose, je ne fais pas la même chose. J'essaye de sauver ce pays d'une certaine manière.
Et personne n'a jamais vu ça. Pensez-y. Ils ont tué 42 000 personnes innocentes qui ne portaient pas d'armes simplement parce qu'elles protestaient. 42 000, ils affirment que le nombre est bien plus élevé. C'est un groupe brutal, mais nous les avons décimés. Et leur économie est un désastre. Alors nous verrons combien de temps ils tiendront. Nous verrons.